Mélissa, on va parler des éléments perturbateurs sur les ESD. Donc, juste avant, moi, je m'appelle Pascal Lasse et donc je travaille chez Movigo et j'interviens pour CPLEC sur les ESD, bien sûr, sur l'IPCA 610 ainsi que sur le brasage manuel. Alors, donc je vais vous faire une rapide présentation de Movigo. En fait, c'est même pas moi qui vais la faire, c'est une vidéo. Je vais vous faire quelques rappels sur les chiffres, sur quelques chiffres ESD. Ensuite, on va voir les trois sources d'ESD potentielles. On fera un rappel aussi sur le test du marcheur. Et puis, donc, on gardera un peu de temps, bien sûr, pour des questions et puis des réponses aussi, c'est important. Donc, Movigo. Voilà, donc là, on va regarder un petit rappel sur des chiffres. Donc, quelques chiffres sur les événements ESD. Donc, la foudre, c'est de 20 à 100 millions de volts en moyenne. Marcher sur une moquette, on peut générer entre 1500 à 35 000 volts. Marcher sur un revêtement vinyle non traité, donc un lino, enfin sol PVC, on peut générer entre 250 et 12 000 volts. Une petite enveloppe vinyle de rien du tout, ça peut générer entre 600 à 7 000 volts. Le scotch que l'on trouve dans les logistiques, la réception, donc, il peut générer entre 9 000 à 15 000 volts. Bien sûr que le niveau d'acquisition des charges dépend de la nature des matériaux, de l'humidité dans l'air, de la pression et de la vitesse de séparation. Il y a pas mal de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Au niveau de la sensibilité humaine, donc, une personne commence à ressentir une décharge à environ 3000 à 3500 volts. On entend le crépitement à peu près 5000 volts. Pour voir une étincelle, il faut à peu près 10 000 volts. Donc, par exemple, en hiver, quand vous enlevez votre pull en polaire et que vous voyez des étincelles, ça veut dire qu'il y a à peu près 10 000 volts qui est généré. Et au-delà de 25 000 volts, ça commence à faire mal. Et puis, il faut se rappeler certains composants peuvent être dégradés avec une décharge de 100 volts, voire même moins pour certains. Voilà pour le rappel sur quelques chiffres. Donc, on va voir maintenant quels sont les éléments, finalement, qui peuvent générer des décharges électrostatiques. Le premier, c'est l'être humain. Ça, on le sait depuis très longtemps. Après, il y a les isolants. Et puis, il y a aussi les conducteurs. Certains conducteurs peuvent être isolés, donc non reliés à la Terre. Donc, il peut y avoir une différence de potentiel entre deux conducteurs. Alors, l'être humain. On peut créer de grandes quantités de charges électrostatiques. On a vu, par exemple, si on marche sur de la moquette, avec un air un peu sec, on peut arriver à générer des charges jusqu'à 35 000 volts. Et puis, on peut les stocker pendant un moment assez long, bien sûr. Tant qu'on ne touche rien, on va stocker nos charges. Alors, il y a une partie des charges qui vont s'évaporer petit à petit dans l'air, mais globalement, on va rester quand même très chargé. Et puis, tant qu'on a ces charges, on rayonne aussi un champ électrostatique très important. Et puis, à un moment donné, on va venir toucher, par exemple, une poignée de porte.
Et instantanément, on va avoir une décharge assez violente. Hein. Ça pique. Alors, j'ai une petite question, donc je vous propose de répondre sur le chat. À votre avis, pourquoi une décharge électrostatique n'est pas dangereuse pour l'être humain? Bon, on enlève la foudre parce que ça, c'est un événement un peu particulier. Est-ce que vous avez une idée ou pas? Alors, je vois faible ampérage, faible intensité, pas de courant, temps très court, relié à la Terre, très peu d'intensité. D'autres idées? OK. Ben, souvent, effectivement, on me dit oui, il n'y a pas d'intensité, mais non. Une décharge moyenne humaine, c'est-à-dire une personne vient toucher un composant, eh bien, on va générer 2000 volts et 1 ampère 2. Ça, c'est une décharge moyenne. Et il y avait une bonne réponse. Et effectivement, ce qui fait que ce n'est pas dangereux pour nous, c'est le temps, c'est 5 nanosecondes. Si on ramène ça à de l'énergie, c'est des pouillèmes de microjoules. Donc, à l'échelle humaine, on ne sent rien, là, 2000 volts. Notre seuil de sensibilité est à peu près à 3000-3500 volts. Mais par contre, à l'échelle d'un composant qui n'est quand même pas de la même taille qu'un être humain, c'est redoutable. Donc 2000 volts, 1 ampère 2. Ce n'est pas l'intensité, c'est la durée de l'événement, 5 nanosecondes. Alors les isolants, donc c'est un autre phénomène. Donc ce qu'on appelle isolants, c'est les matériaux, bien sûr, pardon, qui sont très résistants à la circulation de l'électricité. Donc le bois, le carton, ce sont des matériaux qui sont plus ou moins isolants selon la quantité d'eau qu'ils contiennent. Ils ont la particularité de se charger en humidité. Enfin, en tout cas, tout ce qui est bois et dérivés, carton, papier, ce sont des produits qui n'ont pas des caractéristiques électriques figées. C'est ou un mauvais isolant ou un mauvais conducteur. Et puis, en général, tout ce qui est plastique est forcément isolant. Alors, ils emmagasinent bien sûr de l'électricité statique après frottement. Et bien sûr, de ce fait, ils rayonnent un champ électrostatique qui peut être plus ou moins important en fonction de la taille, on va dire, de l'isolant. C'est sûr qu'on n'aura pas la même chose entre une clé USB et une palette filmée, hein, c'est évident. Et le problème, c'est que ces isolants, donc, ils peuvent charger des éléments sensibles, des composants ou des cartes qui seraient à proximité. Donc voilà, c'est ce que je disais. Il faut rester quand même pragmatique. Hein. L'importance des charges est quand même liée aux dimensions de l'isolant. Alors, le facteur aggravant pour les isolants, donc, c'est l'air qui est très sec. Quelquefois, ça m'est arrivé de voir des humidités relatives de 15% dans des ateliers en hiver. Alors déjà, l'hiver est une saison plutôt sèche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand en hiver, il fait un beau soleil et vous touchez la portière de votre voiture, enfin, ou que vous approchez de la portière de votre voiture, c'est là où vous risquez de prendre les plus grosses décharges. Alors, on n'a pas d'obligation, je dirais, par rapport aux normes internationales, mais simplement, les normes IEC recommandent, enfin, elles suggèrent, quand c'est possible, bien sûr, d'avoir une humidité relative comprise entre 40 à 60%. Alors pourquoi pas plus? Parce que le problème, c'est qu'on est dans l'électronique et qu'on a du cuivre et que l'humidité peut aussi créer de l'oxydation. Donc, je dirais que 40 à 60%, ça paraît être un bon compromis. Les Américains, eux, parlent de 30 à 70. Alors 30, moi, je trouve quand même que ça commence à être un peu sec. Hein. Donc, l'humidité relative RH, hygrométrie, c'est le rapport de la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air sur la quantité de vapeur d'eau maximale possible. Donc, elle s'exprime en pourcentage.
À 100%, donc, l'air est saturé, donc c'est un nuage, c'est de la pluie, c'est du brouillard. 0%, l'air est totalement sec, ce qui n'arrive jamais, même dans les déserts. Donc, on n'a jamais 0% d'humidité relative. Alors, l'influence de l'hygrométrie, ça, c'est un paramètre vraiment c'est le paramètre le plus impactant sur les décharges. On voit ici, donc ici, on a une humidité de 10 à 20%, donc très sec, et là, une humidité de 65 à 90. Donc, la moquette, 35 000 volts, air sec, et 1500 volts, air très humide. Une chaise, mousse d'uréthane, 18 000 volts, 1500 volts. Marcher sur un sol plastique, donc type PVC, lino, etc. 12 000 volts, 250 volts. La pochette plastique, que l'on a vu tout à l'heure, 7 000 volts, 600 volts. Et un opérateur à son poste de travail, donc air très sec, il peut générer jusqu'à 6 000 et 100 volts en air très humide. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus l'air est sec, plus les charges sont élevées, donc forcément, plus les décharges sont élevées aussi. En gros, l'humidité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient déposer des petites gouttelettes d'eau sur les surfaces. Et comme l'eau est un peu conductrice, donc elle fait varier la résistance des surfaces. Je me suis aperçu, par exemple, chez certains clients chez qui j'ai fait des audits à 2 saisons différentes, une en été, une en hiver, j'ai vu des fois des facteurs de 10 au niveau de la résistance. Donc, quand on a un sol qui est un peu limite, je dirais, s'il n'y avait qu'une seule mesure à faire par an, ben, il faut vraiment se mettre dans les conditions les plus défavorables en termes d'humidité. Sinon, si on fait des mesures au mois d'août, on n'a aucune garantie que notre sol est bon toute l'année. Et c'est quand même hyper important d'avoir un sol de qualité. Donc ça, c'est une ABAC que j'ai récupérée sur une norme IEC, mais qui ne parle pas d'ESD, mais qui est plutôt une norme CEM, compatibilité électromagnétique, donc IEC 61004-2. Il faut savoir qu'il y a 2 familles de normes qui parlent un petit peu d'ESD dans la famille IEC. Il y a les normes IEC, donc 61340, qui sont éditées par le comité TC101, qui lui s'occupe plutôt de tout ce qui touche composants et cartes. Et puis on a une autre famille qui est éditée par une autre commission, IEC 61000. Par exemple, c'est tout ce qui concerne ce que je disais tout à l'heure, la compatibilité électromagnétique. Et là, on est plutôt sur des normes système, c'est-à-dire que là, on va plutôt tester des appareils. Donc, il y a des fois quelques tests qui sont assez similaires, mais il y a des petites variantes. Donc là, cette ABAC nous montre l'impact de l'influence de l'humidité relative dans l'air par rapport aux tensions qui sont générées. Donc, par exemple, on prend le synthétique. Donc, le synthétique, on voit qu'avec un air très sec, on peut arriver à 15 000 volts. La laine aussi est pas mal. Hein, donc, quand on a une humidité assez importante, on ne génère pas trop. Et on peut arriver à approcher des 5500 volts en air sec. Puis, ce qui m'avait surpris, c'est que là, par exemple, il parle de produits antistatiques. Alors, je n'ai pas trop vérifié ce dont il parle, parce que pour moi, quand même, l'antistatique, même en humidité relative, il génère peu. Mais là, on voit qu'effectivement, si par exemple on a 10% d'humidité relative, on peut arriver à dépasser les 4000 volts. Il faudrait que je creuse un peu pour voir de quel type de produit antistatique il parle. Parce que les sachets roses qu'on trouve dans le commerce, ce n'est pas le cas. Donc ensuite, on a un autre risque qui est... Donc la phrase qu'on trouve dans la norme, c'est les conducteurs, c'est le risque traditionnellement représenté par le modèle machine. Parce qu'en fait, il y a 3 sources qui génèrent des USD. Il y a 3 modèles qui ont été créés pour pouvoir caractériser les composants en laboratoire, pour pouvoir reproduire ce qui se passe dans la vraie vie et pouvoir connaître la robustesse des semi-conducteurs. Donc, en gros, ce risque-là des conducteurs isolés, c'est un conducteur entre en contact avec un ESDS, donc c'est un élément sensible qui peut être un composant ou une carte.
Si ce conducteur n'est pas relié à la Terre, ni à une liaison équipotentielle, il peut y avoir une différence de potentiel entre le conducteur et l'élément sensible. Et dans tous les cas, pour éviter tout problème, la différence de potentiel doit toujours rester inférieure au sens strict à 35 volts, que ce soit du positif ou du négatif. Quelquefois même, on a des conducteurs qui sont dans un champ électrostatique et qui peuvent avoir des charges aussi. Donc ça, c'est surtout des risques que l'on va traquer, je dirais, sur les machines. Un exemple pour éclairer un peu ce que je viens de dire, par exemple, c'est quand on vient braser un composant avec un fer à braser, la pointe du fer est conductrice et bien sûr, la pâte du composant et le cuivre sont conducteurs. Donc, à un moment donné, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de différence de potentiel. Donc, on s'assure que les embouts des fers ou des stations de débrasage soient bien reliés à la Terre. Alors, la problématique de l'IEC, c'est qu'eux, ils ne parlent pas de fer à braser. Donc, on ne sait pas trop quelles mesures faire. Là, il vaut mieux s'appuyer, par exemple, sur l'IPC, qui, elle, va préciser exactement le type de mesure qu'il faut faire, et puis la valeur cible. Ou alors de s'inspirer des normes américaines ANSI S2020, qui eux aussi vont donner une valeur de résistance à la Terre. Selon si on se base sur l'IPC ou la NSI, on doit avoir des résistances maximum à la Terre entre 5 et 10 ohms. Et ensuite aussi, il faut quand même s'assurer qu'il n'y ait pas des courants et des tensions transitoires qui soient générés par le fer. Donc là aussi, l'IPC, ils sont très bien parce qu'ils proposent des méthodes de test pour pouvoir vérifier tout ça. Et je précise, parce que c'est rare, à l'IPC, ces méthodes sont gratuites et accessibles à tout le monde. Donc s'il y en a que ça intéresse, je pourrais vous communiquer le lien et la référence de cette procédure. Donc, une forme de décharge électrostatique particulièrement dommageable, c'est quand on a un élément sensible qui est chargé dans un champ électrostatique et qu'à un moment donné, il rentre en contact avec un matériau très conducteur de faible résistance, par exemple en métal. Donc, on appelle ça un contact métal. Ce n'est pas original comme nom, mais ça parle bien. Donc, on a un composant ou une carte qui est chargée et à un moment donné, on le pose sur une surface très conductrice et on a une décharge très rapide et très destructrice. C'est la forme d'ESD la plus destructrice qu'on connaisse. Et c'est celle que malheureusement on maîtrise le moins. Donc ça peut générer effectivement un courant de décharge élevé, de très courte durée aussi. Et là, la sensibilité de l'ESDS à ce type d'événement, elle est caractérisée par la tension de tenue du modèle CDM. CDM, c'est Charge Device Model. Donc, il y a plusieurs variantes de ce modèle de test qui existent. Une petite remarque sur ce modèle, le problème, c'est qu'en laboratoire, on sera toujours en dessous de ce qu'on peut trouver dans la réalité. Donc, il faut toujours essayer d'avoir aussi une marge de sécurité. Alors, pour éviter ce type de dommages, éviter qu'il y ait une décharge très rapide, l'IEC recommande forcément, quand on a un produit qu'on a identifié ayant une sensibilité assez faible par rapport à ce modèle, il faudrait que toutes les résistances de surface soient supérieures à 10 puissance 4, c'est-à-dire que ça soit dissipatif. Dans ce cas-là, la décharge va se faire avec plus de douceur, on va dire. Souvent, je vois des étagères métalliques, par exemple pour stocker les cartes ou les composants. Si on se contente de mesurer la résistance à la Terre, si par exemple l'étagère elle passe par le sol, la résistance à la Terre elle va être conforme. Et le problème, c'est que dans les tableaux de la norme, ils nous demandent juste de mesurer la résistance à la Terre. Et c'est important aussi de mesurer la résistance point à point. Parce que dans le cas d'une étagère très conductrice, le courant, avant d'aller à la Terre, lui, il va se dissiper dans toute la surface conductrice. Donc, on va avoir une décharge très violente. Et le courant, avant d'aller à la Terre, il ira où c'est le plus facile. Donc, ça, c'est un gros piège que je vois souvent, mais qu'on peut éviter en mettant un tapis dissipatif.
Donc ça, c'est une illustration un peu de la problématique. Donc on a un isolant chargé, on a un composant qui est posé sur une surface très conductrice reliée à la Terre. Et à un moment donné, le composant rentre dans le champ et pan, des charges violentes. Voilà. Alors, je vais faire un rappel aussi sur le test du marcheur pour deux raisons, parce qu'on va voir aussi l'influence de l'hygrométrie et puis aussi un autre paramètre qui est important. Ce fameux test du marcheur a deux rôles. Le premier rôle, c'est de qualifier le couple chaussant-sol. Alors, chaussant, c'est un terme générique qui détermine soit des chaussures, soit des talonnettes. Et puis, une fois qu'on a qualifié nos chaussures et notre sol, enfin le couple, c'est de s'assurer chaque année que ça fonctionne toujours. Parce que dans les normes IEC, on vous demande juste de vérifier des résistances. Mais en fait, ce qui nous importe, c'est d'être certain que les personnes, quand elles marchent, ne génèrent pas plus de 100 volts. Donc, il y a un moment donné, il faut quand même s'assurer qu'on ne dépasse pas les 100 volts. Et même si on mesure que des résistances, on peut avoir des grosses surprises. Donc, la norme vous précise que vous devez valider et contrôler périodiquement que les personnes ont une charge maximum de 100 volts en valeur absolue. Et en fait, on fait la moyenne des 5 pics les plus hauts, la moyenne arithmétique, hein, la somme divisée par 5. Et pareil, ce test-là devrait être fait, pour être le plus pertinent possible, avec l'humidité relative la plus basse. Toujours pareil. Alors pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que la résistance qui intervient quand on marche, il y a aussi une capacité corporelle qui est en constante évolution, et puis de la charge et de la décharge continue de la personne. À un moment donné, on a une ABAC c'est dans le guide 5-2 qui nous montre les charges sur une personne en fonction de la résistance globale. Et cette ABAC nous dit, par exemple, que quand on a 35 mégoohms de charge, on a, je crois de mémoire, 92 volts. 35 mégoohms de résistance, pardon. On a 92 volts de charge. Et à un moment donné, il y a eu un peu des confusions parce qu'on s'est dit, tiens, quand on marche, c'est pareil. Donc, à une époque, le testeur chaussures ou talonnette était réglé à 35 mégoohms. Donc, on se disait, 35 mégoohms, c'est bon. Et non, on oubliait une chose, c'est qu'il y a un effet capacitif. Donc, il y a un article très intéressant de Niels Jonasson, qui malheureusement est décédé, qui a fait partie longtemps de la NSI, donc SDA.org, qui édite les normes américaines. Donc, je vous ai mis le lien, mais bon, si vous voulez voir l'étude. Donc, il a mis en avant le fait que quand on marche, effectivement, il y a une croissance des charges et qu'il peut se passer des choses dans les environs des résistances de 10 puissance 8, 10 puissance 9. Alors, tout d'abord, il a fait une étude théorique. Bon, je vous ai mis un peu le détail, mais bon. Donc, en gros, la tension maximum générée en marchant, c'est Vmax. R, c'est la résistance globale de la décharge, donc qui couvre la résistance de la personne, des chaussures et le sol. N, c'est le nombre de pas. Donc, on s'accorde à dire qu'en général, on marche environ à 2 pas par seconde. Delta Q, donc Q, c'est les charges. C'est fonction de la permittivité de l'air, du champ disruptif de l'air, qui lui est fortement dépendant de l'humidité dans l'air. Donc, pour une humidité de 50%, c'est 3 millions de volts par mètre. Et dès qu'on a un air très humide, c'est 1 million. Et ensuite, on a la surface de la semelle. Donc là, effectivement, ce n'est pas la surface de la semelle qu'on voit ici, parce que, avec le talon aiguille. Il est parti sur une hypothèse d'une chaussure de pointure 41 qui fait 170 centimètres carrés. Pardon, pas mètres carrés. Ce sera un géant. Et donc, voilà, pression atmosphérique, niveau de la mer, température 25. Voilà ce qu'il a trouvé. Donc, quand on a une résistance globale de 10 puissance 6, tout va bien. Mais on s'aperçoit que quand on commence à attaquer les 10 puissance 8, eh bien, quand on a une humidité moyenne de 50%, on est à 108 volts. Et 10 puissance 9, plus de 1000 volts. Et même en humidité relative forte, 300 volts peuvent être générés en marchant. Donc, c'était quand même assez inquiétant. Alors après, il a fait une expérimentation.
Donc, et par mesure expérimentale, il s'est aperçu que delta Q donc, était égal à 4 10 puissance moins 8 coulombs. La capacité d'un pied 100 picofarad, le temps nécessaire pour sauver le pied séparé et la charge, 0,1 seconde. Et voilà où je veux en venir. Donc, il a pu sortir ces deux courbes. Donc, vous avez le delta V et le Vmax théorique. Et on s'aperçoit effectivement, ce que je vous disais en préambule, c'est que dans la zone 10 puissance 8, 10 puissance 9, eh bien, on peut dépasser les 100 volts. Donc, c'est important, vraiment, j'insiste, de faire le test du marcheur, à la fois quand on est en phase de qualification d'un sol et d'une chaussure, et à la fois pour vérifier dans le temps que tout se passe bien. Donc, attention, l'humidité relative aussi impacte forcément le delta Q et forcément alors une influence sur Vmax et le delta V. Alors, il y a une autre étude aussi qui m'a paru intéressante, que je vous montre, qui est issue d'un journal qui s'appelle Ashra. C'est le lien entre les charges quand on marche et l'humidité. Et donc là, je vous ai mis les différents rédacteurs. Donc, ils ont fait ça sur des sols isolants et sur des sols ESD avec des chaussures ESD. Donc là, vous voyez, 100 volts. Donc ici, on est à 5 degrés 25. Alors, l'humidité et la température ont une influence. Donc, vous avez le maximum, la tension maximum, pardon, qui est en gris foncé et la tension générée en marchant qui est en gris. Donc, on voit quand même, dans certaines conditions, on dépasse allègrement les 100 volts. Donc, comment dire, ça appuie un petit peu ce que je viens de vous expliquer avec le test de Johansson. Et puis, je me suis amusé aussi à vous faire, à vous montrer donc un test du marcheur que j'ai fait chez un client. Alors, leur testeur était calibré à 35 mégots. Leurs chaussures passaient sans problème. L'humidité relative était plutôt favorable puisqu'on était dans les 50-52%. Bon, par contre, leur sol était un peu fort. J'ai fait la moyenne arithmétique de toutes les mesures de résistance de sol que j'ai fait. J'ai dû faire une centaine de mesures. On était à 5,29, 10 puissance 9. Donc, sur le papier, ce n'était pas forcément dramatique. Mais j'ai tenu quand même à faire le test du marcheur. Donc là, la personne s'est un peu lâchée aussi parce qu'elle a frotté les pieds. Donc, on a eu des pics. Le pic le plus important était à moins 936 volts. Et la moyenne arithmétique des 5 pics les plus importants était à moins 744 volts. Donc, vous voyez, à un moment donné, si on se contente de faire des mesures de résistance, on se fourvoie, mais violemment. Eux, ils pensaient être tranquilles. Eh ben, pas du tout. Donc, j'espère que je vous ai convaincu de l'importance du test du marcheur. Alors, je n'ai pas d'action sur les appareils que peuvent vendre Sepelec ou autres. Hein. Mais vraiment, ouais, si je n'insistais pas, je dirais que je ne ferais pas mon travail. Alors, un autre point d'attention important aussi, c'est attention au nettoyage des sols et des tapis dissipatifs. Plus pour les sols. Parce que je m'aperçois des clients ont investi dans des sols de bonne qualité. Et puis, au fur et à mesure du temps, ce sol, les résistances se détériorent. Il faut vraiment utiliser le produit de nettoyage que vous préconise celui qui vous a vendu ou qui a fait la pose du sol. Parce que je me suis aperçu récemment chez un client, donc la société qui faisait le nettoyage, ils utilisaient un produit qu'ils utilisent par exemple dans les grandes surfaces, les hypermarchés. Et ce produit-là, il déposait une petite couche isolante. Donc, à bout d'un moment, la résistance était au-delà des limites. Et en plus, quand on marchait, on générait des charges. Donc, faites très attention au nettoyage des sols et des tapis dissipatifs. Allez voir les datasheets et les produits que vous recommandent les fabricants de sols ou ceux qui font la mise en place, par exemple, pour les peintures ou les résines. Voilà, j'en ai fini pour
pour ma présentation. Donc, vous pouvez donc bien sûr nous contacter par différents moyens, il n'y a pas de problème. Et puis, je vous remercie pour votre participation. Et maintenant, je suis à votre disposition s'il y a des questions. Merci Pascal pour cette présentation. Du coup, on va passer à la phase de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas soit à utiliser le chat pour poser vos questions, soit vous pouvez sans problème rallumer votre micro si vous le souhaitez pour poser directement voilà, une question. J'espère que du coup, ce live a répondu à vos attentes. Et voilà, n'hésitez pas, Pascal est à votre disposition pour échanger. Ou alors, j'ai été super clair. Écoute, oui, j'ai l'impression que c'est plutôt clair. Pour l'instant, on n'a pas de questions. Ah, Benjamin. Merci, Benjamin, c'est gentil. Merci, Olivier. Ah, je ne connais pas tout le monde. Hein. Merci. Ouais, beaucoup de remerciements pour Ouais, Pascal. bien, merci. Là, c'est toujours un plaisir. Hein. Magali, qui n'est pas Magali, d'ailleurs, merci aussi. Ouais. Alors, j'espère que je vous ai convaincu quand même que le test du marcheur est important. Hein. Ou alors, j'aurais raté quelque chose là. Ça serait dommage. C'est un peu un des travers de la norme IPC. IPC, pardon. Je suis aussi vacciné IPC. Des normes IEC, c'est que dans les tableaux, on vous parle toujours de résistance, mais il ne faut pas perdre de vue qu'à un moment donné, c'est des tensions. Hein. Donc, il faut aller s'assurer que tout va bien au niveau des tensions aussi. Bon, Pascal, j'ai l'impression que tu as été clair, puisque nous n'avons pas de questions. Magnifique. C'est que je pense que ça a répondu aux attentes et aux questions des gens. Voilà, si après le live, vous avez des questions. Ah, si on a une question. Pourrions-nous avoir la diffusion de cette présentation PowerPoint? C'est 5 000 €. Sur mon compte au Ah là, Bahamas. c'est l'ancien commercial qui est en toi qui parle. Oui, excusez-moi. Après, elle va être diffusée sur YouTube. En général, je ne communique pas mes présentations parce que ce sont des extraits de mes formations et il y a tout mon savoir-faire. Bonjour Pascal, Christophe là, d'Itensia. Oui, bonjour Christophe. On a deux sols différents là, sur notre zone au niveau du sol antistatique. Oui. Il peut y avoir des grosses différences entre deux sols. On a un sol béton et une autre partie a été faite en fait avec des plaques